contribution de l'Église. Je recevais l'alerte de Zoom qui annonçait que oui, la réunion est... continuer, c'était juste l'enregistrement qui est lancé. Dans la contribution de l'Église dans la construction des États-nations dans l'Afrique subsaharienne francophone, cas du Tchad et du Mali. Merci, docteur Dounia Béré, de nous entretenir à ce niveau. Merci Nadine. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Je m'en vais après cette présentation, introduction donc, du président et présentation de ma modeste personne, entamer directement la présentation sur cet aspect de notre thématique qui consiste à parler de l'esclavage moderne, de ses formes actuelles. L'esclavage appartient-il au passé? C'est la première question que je me pose avec le pape François. La réponse qu'il a donnée est non, pas du tout. L'esclavage plonge ses racines dans l'histoire et existe toujours sous de nombreuses formes différentes. La traite d'êtres humains, la servitude pour dette, le travail domestique forcé ne sont que quelques exemples. Mais ce n'est pas une fatalité. Un effort coordonné des gouvernements et des organisations et militants du monde entier pourrait y mettre terme. C'est par ces propos d'espoir de la campagne 50 for Freedom, menée par l'Organisation internationale du travail et des partenaires, que je voudrais introduire ma présentation qui a la vocation de planter le décor de ce webinaire. Plus de 170 ans après l'abolition de l'esclavage, ce triste phénomène reste une réalité. Plus de 40 millions de personnes en seraient victimes dans le monde sous diverses formes aujourd'hui. Dans une adresse aux participants d'un forum tenu à Buenos Aires en mai 2018, le pape François, toujours que j'ai commencé par citer, a affirmé que l'esclavage n'est pas quelque chose d'autre temps, que c'est une pratique qui a des racines profondes et se manifeste encore aujourd'hui sous de nombreuses formes différentes, telles que la traite des êtres humains, l'exploitation du travail par la dette, l'exploitation des enfants, l'exploitation sexuelle, sans oublier le travail domestique forcé dont les victimes s'élèvent dans le monde à 40 millions de personnes. Personne ne peut se mettre devant cette réalité tragique s'il ne veut pas être complice de ce crime contre l'humanité. Le premier devoir qui s'impose est de mettre en place une stratégie qui permettra une meilleure connaissance du sujet, de déchirer le voile de l'indifférence qui semble couvrir le sort de cette partie de l'humanité qui souffre, qui est en train de souffrir, a-t-il ajouté. C'est le refus de la complicité par l'adoption d'une posture de silence que dénonce le pape dans cette allocution qui a motivé DIST à s'engager dans cette noble mission qui a conduit à l'organisation de ce webinaire qui fait suite au lancement en août 2001 d'un documentaire réalisé sur cette problématique à complicité évidente que nous avons suivi en début de ce webinaire. Nous voulons dans cette présentation inaugurale d'une série d'une dizaine de présentations réparties en 3 panels après un essai définitoire, faire un point de la perception du monde par rapport à la pratique de l'esclavage en général et l'esclavage moderne en particulier, avant de nous appesantir sur quelques-unes de ces formes courantes dont les enjeux sociaux et anthropologiques nécessitent de les restituer dans le contexte post-abolitionniste et post-colonial dominé par une économie morale et une politique néolibérale. Mais qu'entend-on par l'esclavage moderne?
L'esclavage moderne se réfère essentiellement à des situations d'exploitation qu'une personne ne peut refuser ou quitter en raison de menaces, de violences, de coercion, de tromperie ou d'abus de pouvoir. Le Petit Robert le définit comme une situation où une personne est contrainte de servir quelqu'un en étant privée de ses droits et de sa liberté. Pour Larousse, c'est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté, le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. Qu'est-ce que le travail forcé? Parce que si vous voyez le flyer à le sens ordinaire, on a parlé de esclave moderne et travail forcé. Nous verrons là si les deux sont différents ou c'est la même chose. Vous vous rendrez compte au terme de cet essai définitoire que c'est la même chose. Le travail forcé peut être défini comme un travail accompli contre son gré et sous la menace d'une peine quelconque. L'article 1 de la Convention numéro 29 le définit comme le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. Dans cette définition de la Convention numéro 29, nous avons l'idée de travail et de service qui est dégagé, et nous avons l'idée de menace. Et en troisième lieu, on voit une absence de consentement. Donc, ce sont les trois éléments qui constituent, qui réunis dans une situation de travail, permet de la qualifier de travail forcé. Travailler sous la contrainte, sous la menace physique, être déshumanisé, privé de liberté, de mouvement, c'est cela qu'on nomme esclavage moderne ou travail forcé. Cela concerne 25 millions d'individus dans le monde selon un récent rapport de l'Organisation internationale du travail. L'historienne Mariam Koutias le décrit comme un travail contraint soumis à une violence extrême. Il peut parfois être précédé d'une traite, c'est-à-dire un déplacement forcé de population, comme ce fut le cas dans le cadre de l'esclavage transatlantique et dans l'océan Indien entre les 17e et 19e siècles. Le concept d'esclavage ou de travail forcé est ainsi défini de manière assez large et couvre par conséquent une vaste gamme de pratiques coercitives qui adviennent dans toutes sortes d'activités économiques et dans toutes les régions du monde. Est-ce que le monde se plaît à la pratique de l'esclavage moderne? Non. C'est une pratique qui est universellement intolérable. Si l'esclavage dans sa version d'antan, c'est-à-dire comme une pratique codifiée, institutionnalisée par les États, a été progressivement aboli et a fait l'objet d'une réprobation morale internationale, de nombreuses formes d'exploitation et de sujétion sont aujourd'hui dénoncées par un nombre croissant d'acteurs sociaux et politiques comme relevant de formes contemporaines de l'esclavage. Je crois que c'est ce que DIS essaie de faire en nous conviant à ce webinaire. En effet, la dénonciation de l'esclavage moderne et les manières dont le phénomène est perçu, appréhendé, défini par les acteurs, ne peuvent être détachés du contexte qui constitue ce que Didier Fassin a qualifié de nouvel ordre moral mondial qui est caractérisé par la constitution d'une économie morale de notre temps. Répandu par les droits de l'homme autour de l'invention de la catégorie anthropologique de l'humanité. À partir de cette catégorie, de nouveaux intolérables constitutifs de cette économie morale ont été pensés, parmi lesquels l'esclavage construit comme une pratique universellement intolérable. Et c'est dans cette économie morale que s'inscrivent des discours des institutions internationales telles que l'ONU, l'OIT, qui recouvrent au registre de la dignité et à l'expression « travail décent », l'objet de l'existence de l'association de notre modératrice Nadine, je suis heureux de découvrir cela, utilisée par l'OIT à partir de 1999. En conséquence, les plans de lutte découlant de ces discours, mais aussi les discours et actions des États avec lesquels ces mêmes institutions internationales sont en dialogue,
et travail s'inscrivent aussi dans cette économie morale. Quel plan de lutte le Tchad a-t-il mis en place pour ne pas se mettre en retrait par rapport à cette économie morale de notre époque? C'est la question que nous nous posons et nous espérons que nous aurons la réponse avec le deuxième panel qui porte donc dont le sujet est législation tchadienne. Faisons un état de lieu de la littérature sur l'esclavage moderne. Ces dernières décennies, il y a eu une prolifération de publications sur les situations qualifiées et dénoncées comme étant de l'esclavage moderne. Plusieurs thèmes ont fait l'objet de nombreuses publications, parmi lesquelles sont abordés, entre autres, le lien entre la traite de personnes et la prostitution. Poulet, en 2018, en a parlé, Perrin, en 2017, Scarpa, 2010, une prolifération. L'esclavage moderne et le crime transnational, Johnson en 2018, Frizenton en 2019, et j'en passe. L'esclavage pour dette, les formes de travail infantile, Hocknell Davidson en a parlé en 2005. L'esclavage basé sur une discrimination liée à la descendance d'esclaves, Roussy en a parlé en 2009. Le travail forcé pour l'État, le BIT a sorti un rapport là-dessus en 2005. L'esclavage en temps de guerre et le mariage forcé, Bunting en a parlé en 2012, ou encore l'exploitation des migrants ou les travailleurs domestiques. La production anthropologique francophone reste cependant très limitée dans cette floraison d'études. En effet, l'état des lieux de la littérature sur la question montre une prédominance des études sociologiques faites par Benoît en 2003, Balz en 2005, toute une bibliographie que je fais ici. Et donc, sur des aspects historiques, économiques, politistes ou encore migratoires. Il transparaît aussi que les publications francophones accusent un réel retard par rapport au corpus anglophone qui est conséquent et croissant et qui se démarque par des travaux empiriquement fondés et détaillés qui font part des réflexions étendues de leurs auteurs sur le phénomène de l'esclavage moderne. Nous voulons pour cela l'exemple de l'étude de Denise faite en 2014 qui s'appuie sur des entretiens avec des personnes ayant fait l'objet de traite pour travail forcé aux États-Unis. Elle identifie les vulnérabilités structurelles qui touchent les travailleurs migrants ainsi que la dimension subjective de cette forme de coercition. Parmi les anthropologues francophones spécialistes de l'esclavage, il faut reconnaître l'apport d'Alain Testard ainsi que celui de Claude Mousseau. Ce dernier adopte une approche plus historique que contemporaine. Dans son ouvrage, L'esclavage, la dette et le pouvoir, Testard interroge quant à lui les possibles définitions de l'esclavage à partir d'une perspective classificatoire sociologique. De toutes ces différentes publications en langue française autour de l'esclavage, une seule aborde directement une forme contemporaine de l'esclavage et ce, avec une approche juridique, celle de Florence Massia en 2000, dans Droit et culture, l'esclavage contemporain, les réponses du droit. Les organisateurs de ce webinaire ont fort heureusement eu la même logique de réflexion que Florence Massia en prévoyant un panel sur les aspects légaux de la problématique. Nous aurons donc ces réponses sous peu. Enfin, en 2005, les cahiers d'études africaines ont publié l'esclavage moderne ou modernité de l'esclavage, dans lesquels plusieurs auteurs se sont penchés à la fois sur des pratiques contemporaines de servitude et d'esclavage sur l'actualité des descendants d'esclaves. Même s'il reste principalement limité aux réflexions africanistes au sens large, ce numéro de la revue peut être considéré comme notoire parmi les travaux francophones sur l'esclavage moderne. Suzanne Meyer y retrace les changements de définition de l'esclavage dans les organisations internationales au XXe siècle et revient sur l'émergence des formes actuelles d'esclavage. Cet état des lieux de la littérature ne permet pour autant pas de rendre compte de l'actualité du phénomène qu'est l'esclavage moderne, ni de la diversité des situations lors de hors du cadre africaniste.
pour comprendre les enjeux des pratiques d'esclavage moderne au-delà de la stratégie rhétorique de dénonciation, il nous faut sortir les particularités locales, les spécificités de relations de domination propres au contexte étudié, ainsi que les manières dont celles-ci s'inscrivent dans des contextes économiques et politiques globaux, en étudiant de manière systématique diverses situations dans différents contextes socio-culturels et géographiques pour dégager les éléments structurants d'un cadre réflexif pour penser l'esclavage moderne. Dans cette logique, les particularités du contexte tchadien nécessitent d'être profondément scrutées dans ce webinaire. La présentation suivante de mon copanéliste Félix Mbete nous éclairera sur les aspects sociologiques et ce phénomène dans le contexte particulier du Tchad. Dans beaucoup de pays du monde, le travail domestique est accompli dans une proportion exagérément élevée par la main-d'œuvre migrante. Les migrations donnant lieu à des situations de traite de personnes s'organisent à partir des pays en développement en direction des pays développés. Mais selon l'OIT, le statut de travailleur domestique du point de vue de la migration peut aussi être défini en fonction de leur flux migratoire interne. Les formes contemporaines de servitude et d'esclavage sont ainsi fortement dessinées par des rapports postcoloniaux, centres, périphéries ou élites basse classe. Cela s'applique au Tchad où l'étendue du territoire, mais aussi la diversité socio-culturelle des populations fait paraître les ressortissants de certaines localités du pays étrangers dans d'autres. La situation des fonctionnaires de la rue de 40 mètres, mais aussi celle des travailleurs de mines à Miski qui sont majoritairement venus des localités de l'extrême sud du Tchad pour le centre et le nord en est une parfaite illustration. Alors, sous quelle forme se manifeste l'esclavage moderne dans notre époque? L'esclavage moderne se trouve dans de nombreux secteurs et sous différentes formes. Les relations esclavagistes sont et restent profondément enracinées dans les rapports sociaux et économiques au point que l'abolition juridique de l'esclavage n'entraîne pas nécessairement la fin de sa pratique. Au XXIe siècle, l'esclavage se décline souvent en plusieurs catégories telles que le trafic sexuel, le travail forcé, le trafic d'organes, la servitude pour dette, le mariage forcé et l'esclavage héréditaire. À l'origine de l'esclavage moderne se trouve la marginalisation sociale et économique entraînée par des facteurs économiques et l'esclavage moderne étant toujours de nature omniprésente, cachée et trop souvent acceptée. Dans l'article « Les habits neufs de l'esclavage », Roger Bott a affirmé que si l'esclavage, dans sa version d'antan, c'est-à-dire comme une pratique codifiée, institutionnalisée par les États, a été progressivement aboli et a fait l'objet d'une réprobation morale internationale, de nombreuses formes d'exploitation et de suggestion sont aujourd'hui dénoncées par un nombre croissant d'acteurs sociaux et politiques comme relevant de formes contemporaines de l'esclavage. Nous voulons voir dans le cas précis du Tchad quelles sont les formes d'esclavage moderne qui sont observables. À des degrés différents, les différentes formes de servitude moderne citées s'observent au Tchad. Les plus courantes sont la traite des hommes dans les mines d'or dans la localité de Miski, au nord, ou leur exportation vers la Libye, le travail des enfants, dont une illustration est le phénomène des enfants bouviers et la maltraitance des travailleurs domestiques appelés fonctionnaires de la rue de 40 mètres ou F40. La traite des hommes. Interrogé sur la question de la traite des hommes par Blaise Dariston en janvier 2021, Dida Oumar Mahamat, président de la Commission nationale des droits de l'homme, a déclaré ceci. Il n'y a pas un mois où la CNDT n'est pas saisie des dossiers de traite des personnes, de Bloc-Til. C'est un réseau composé de plusieurs personnes. Il y a un groupe qui est à N'Djamena, un deuxième groupe à Bitkin, un troisième qui est à Abéché et un quatrième groupe à Kalaït. Celui de N'Djamena finance, celui de Bitkin recrute, puis ceux d'Abéché et de Kalaït conduisent les personnes jusqu'à Kligna, à la frontière entre le Tchad et la Libye. L'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace de recours ou recours à la force à d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou davantage pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Le phénomène des enfants bouviers, c'est la forme en fait observable au Tchad de traite des enfants, de maltraitance des enfants, vendus à des éleveurs arabes par des parents désespérément pauvres, forcés à travailler comme bouviers, mal nourris ou maltraités, obligés d'abandonner leur identité, leur dialecte et leur religion pour adopter un nouveau nom, l'islam, et apprendre l'arabe. Quelques 2000 enfants, dont les plus jeunes ont à peine 8 ans, ont ainsi été réduits en esclavage au sud du Tchad. Telle est la description qu'a faite l'agence de presse IRIN des enfants bouviers dans un article intitulé « Tchad, des enfants esclaves pour le prix d'un veau ». La maltraitance des travailleurs domestiques est donc l'autre forme que nous voulons, la dernière donc que nous voulons évoquer pour finir avec la présentation. N'Djamena est depuis quelques années le théâtre d'une arrivée massive de jeunes issus des villages du sud du Tchad, espérant trouver dans la capitale des opportunités de revenus plus accessibles que dans leur province, pour s'y chercher, selon leur propre expression. Ils y exercent des petits boulots de domestiques ou de vendeurs ambulants. Ces jeunes hommes et femmes mineurs, pour la plupart, sont appelés par les N'Djamenois les fonctionnaires de la rue de 40. L'expression fait référence à la rue de 40 mètres, principal axe traversant les quartiers nord de la capitale, là où résident des foyers aisés dans lesquels une bonne partie de ces jeunes sont employés, étroitement liés à l'exode rural. Ce phénomène qui choque et préoccupe, donc Félix nous en parlerait davantage plus tard. L'imaginaire collectif considère ces jeunes avec un mélange de pitié, de reproches, les accusant de maux dont ils sont à la fois les vecteurs et les premières victimes. Dans un pays dont les références sont encore très largement liées au monde rural, ils sont associés à tous les fléaux de grands centres urbains. Violence, addiction, brigandage, incivilité, faible niveau d'instruction, isolement, misère, mauvais traitement, délinquance, précarité, prostitution, abus sexuels, grossesse, et j'en passe, contamination par VIH, SIDA et autres. Exploitation, d'où la classification comme une sorte d'esclavage moderne. La façon dont ils sont traités par les patrons et la misère de leurs conditions suscitent la compassion. À l'inverse, leur manque d'éducation et de savoir-vivre, la violence dont leur attribuent certains comportements qu'on leur prête, scandaleux aux yeux de la société tchadienne, provoque la réprobation. Au fond, il leur est reproché de quitter les villages par paresse pour fuir la pénibilité des travaux des champs et de se laisser abuser par le mirage d'une vie facile offerte par la ville. Il serait bien intéressant de connaître dans la suite des interventions la perspective de ces personnes. Je crois que la panéliste, Madame Odile, évoquerait des témoignages en fait obtenus de ces personnes-là. Et pourquoi ça donne-t-il à ces pratiques? Pourquoi est-ce que les gens, ça donne aussi bien les victimes que les auteurs, donc, à ces pratiques d'esclavage moderne? Les raisons généralement avancées par les victimes sont de la pauvreté, la recherche d'un idéal de vie qu'elles ne trouvent pas dans le lieu de vie originel. La pauvreté justifie la vente des enfants à des trafiquants et aux éleveurs pour travailler afin de participer à la survie du foyer. C'est pareil pour les enfants travaillant dans leur propre gré, avec ou sans l'accord de leurs parents ou tuteurs, ou encore les jeunes qui vont de leur propre gré se livrer aux conditions de vie inhumaines. Les jeunes travailleurs domestiques qui vont se chercher ou chercher des opportunités de revenus plus accessibles en ville font également pour les mêmes raisons. La façon dont ils sont traités par leurs patrons et la misère de leurs conditions suscitent la compassion. À l'inverse, le manque d'éducation et de savoir-vivre, la violence, je crois que nous avons évoqué cela. Alors, quitte de l'agencité des personnes concernées, c'est important de connaître leur perspective. Enfin, en dehors des mineurs, enfants bouviers, les fonctionnaires de la rue de 40 mètres et les victimes de la traite dans les mines sont des acteurs libres de leur choix et outillés par leur milieu pour y faire face. On pourrait certes arguer que
du fait du contexte, leur éventail de choix est restreint et que cela les place de facto dans une situation de dominé, de victime. Cette vraisemblance lecture a pour effet de les subalterniser et de faire fi de leur agencéité, faisant disparaître de ce fait leur trajectoire migratoire et leur motivation. Macro-paléniste, Mme Garamri, nous éclairera certainement dans les témoignages sur leur perspective. Conclusion. En dépit de son abolition officielle de ce qu'il est considéré par la majorité des humains comme une pratique intolérable, l'esclavage continue par avoir cours dans notre monde sous diverses formes, les unes plus subtiles que d'autres. La cible 8.7 des objectifs de développement durable ODD appelle à l'application de mesures efficaces pour mettre fin à toutes les formes sous lesquelles ils se manifestent. Cela nécessite une approche multidimensionnelle s'attaquant à toutes les forces économiques, sociales, culturelles et juridiques, contribuant à la vulnérabilité et permettant les abus. Il ne peut pas y avoir de solution universelle. Les approches doivent être adaptées aux divers environnements dans lesquels l'esclavage moderne a encore lieu. Dans le contexte du Tchad, qui nous intéresse dans ce webinaire, sont essentiellement manifestes la traite des hommes dans les mines d'or au nord ou leur exportation vers la Libye, le travail des enfants appelés enfants bouviers et la maltraitance des travailleurs domestiques appelés fonctionnaires de la rue de 40 mètres ou F40. Ces pratiques intolérables sont alimentées par des migrants, par des migrations des tranches de population concernées, des zones rurales vers les grandes agglomérations dont les gouvernances ne sont pas toujours bien maîtrisées. Vu son enregistrement dans des cultures, l'action officielle ne pourra pas à elle seule permettre de l'éliminer sous toutes ses formes. Il faut en plus modifier les mentalités, en plus de modifier les mentalités et les habitudes, d'où la nécessité d'une approche de lutte multidimensionnelle. Je m'arrête ici et me laisse compléter par les autres panélistes sur les différentes dimensions, les différentes autres dimensions de la problématique. Merci pour votre attention. Merci, docteur Dounia Berry. Merci. Nous allons un peu voir les points à retenir ou les points que nous avons pu retenir de votre présentation, même si nous avons un peu débordé de la fourchette prévue. Si nous voulons respecter le temps que nous nous sommes donné pour le webinaire, je propose que pour la suite, on essaie de rester dans ce cadre. Et puis, les échanges par la suite vont permettre d'entrer dans les détails, d'aller plus en profondeur, peut-être dans le temps prévu pour le webinaire. Si on peut respecter les 15 minutes prévues, ce serait bien pour nous tous et pour rester dynamique. Si je peux retenir, si on peut faire une petite synthèse de votre présentation, il ressort clairement la définition de ce qu'on doit entendre par esclavage moderne, servitude. Et vous avez essayé de faire un distinguo entre esclavage moderne et travail forcé qui pose la distinction nette que c'est le même phénomène en fait. Les termes changent, mais ça revient au même. Et également, nous avons eu la distinction, les caractéristiques, les différentes caractéristiques qui sortent de la définition issue de la Convention numéro 39 du BIT, numéro 29 du BIT, notamment la contrainte, le manque de consentement, et aussi cette étude comparative sur les différents systèmes. J'ai quand même retenu un terme qui m'a intrigué, le terme de fonctionnaire de la rue. Le fonctionnaire de la rue, ça veut dire que l'esclavage ou les causes permettent de se retrouver avec beaucoup de fonctionnaires des rues. Nous avons eu la classification et puis l'identification des différentes formes actualisées. Les questions telles que nous avons parlé au départ, proposées au départ,
si elles peuvent déjà aller dans le, si vous pouvez les écrire, les noter dans le chat du webinaire, du Zoom. À la fin, nous allons aller dans la phase des questions-réponses. À ce niveau, au niveau des aspects sociologiques, nous allons passer à la deuxième présentation, celle de M. Félix Mbete, qui va nous entretenir sur le thème « Dimension sociologique du phénomène de l'esclavage moderne ». M. Félix Mbete est, avec près de 28 années d'expérience professionnelle variée dans le management et le leadership des projets et des programmes de développement, dans la consultation également et l'organisation des conférences-débats. Il est titulaire d'une licence en sociologie de l'éducation de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun et d'un diplôme d'études sur le développement de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Il a une riche expérience dans le management des ONG, à l'exemple de World Vision International au Tchad, où il a été manager et senior manager dans les deux Logons, puis à l'UNA Caritas Tchad en tant que directeur national. Il a aussi exercé des fonctions de management de l'USAID en tant que directeur pays adjoint du programme Paix et Développement et au ministère de l'Économie, de la Planification et du Développement en tant que coordinateur du projet des filets sociaux financé par la Banque mondiale. Il a occupé un dernier poste de directeur de développement et de communication dans un cabinet Diligence Conseil avant d'exercer depuis des fonctions de consultant indépendant. Dans les domaines clés de son expertise sont la formation dans les domaines de genre, nutrition, sécurité alimentaire. Il a publié plusieurs ouvrages et deux autres sont en attente de publication. Est-ce que monsieur peut vous entretenir sur la dimension sociologique du phénomène de l'esclavage moderne? Merci. Monsieur Félix Mbete n'est pas encore en ligne. Non. Je vous vois aussi, hein. Allô? Oui. Ah ben vous voyez? Oui. Oui, oui. Maintenant, nous... C'est une vidéo en pause sur vous là. Pardon? Oui, nous vous entendons. Parlez, parlez, ils vont vous entendre, parlez, ils vont vous entendre. Faites votre présentation, ils vont vous entendre. C'est aussi le problème avec le direct. Monsieur Félix Mbete. S'il y a un problème technique, peut-être que nous pourrons passer à la présentation suivante. Le temps je les connecte via WhatsApp et je pense qu'ils ont un problème de connexion. D'accord.
Donc, nous pouvons passer à la présentation suivante, le temps de résoudre le problème technique. Oui, s'il vous plaît. D'accord, merci. Nous allons passer à la troisième présentation sur le thème de témoignage sur l'attitude des travailleurs domestiques, qui nous sera présenté par Madame Odile Garamri. Madame Garamri est actuellement agent de santé au ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale au Tchad. Elle a été secrétaire principale à la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Merci, Madame, de nous entretenir sur le témoignage sur les attitudes des travailleurs domestiques. Merci. Bonjour, Madame Nadine. Bonjour à tous les panélistes. Je suis Garamri Odile. Bon, je viens à présenter les témoignages donc, par rapport au travail domestique des filles qui subissent des traitements dégradants. Bon, dans le but de gagner leur pain quotidien, cette fille quitte les différentes provinces pour atterrir à N'Djamena dans le but de travailler pour gagner leur pain quotidien. Mais ce secteur est particulièrement obscur, voire même négligé par l'État, et les abus à l'encontre de ces filles domestiques ou bien les garçons sont fréquents au Tchad. En principe, le Tchad a ratifié certaines conventions qu'il a signées, ratifiées, mais il ne respecte du tout pas. Et ça a attiré un nombre croissant des acteurs politiques, sociaux, nationaux comme internationaux sur la question. Bon, étant d'abord comme secrétaire principal à la Ligue tchadienne des droits de l'homme en 2005, le taux de violence sur ces filles et garçons n'était pas encore trop visible, mais nous recevons quand même des cas sélectifs des jeunes qui venaient dénoncer leurs frères qui, eux, même les ont conduits dans une famille pour travailler et que subitement, il y a des jeunes qui disparaissent, ils ne rentrent pas dans la famille et 2-3 jours après, maintenant, ils viennent chercher et ils sont obligés, bon, comme c'est des jeunes qui sont la plupart analphabètes, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où s'adresser et il y a des voisins quand même qui sont gentils, qui leur disent non, il faut aller à la LTDH, peut-être qu'ils peuvent vous aider avec les enquêtes, soit si on peut retrouver, ou soit vos frères sont emprisonnés, ou bien ils sont quelque part séquestrés. Et généralement, ils les amènent et nous, on prend leur déposition, on les oriente vers maintenant la gendarmerie. Puisqu'on travaille avec les avocats, on travaille avec la police, avec les gendarmes, donc on s'oriente vers la gendarmerie. Et quelquefois, on les retrouve séquestrés parce qu'on les accuse, on les enferme dans les chambres. Et il y en a auxquels on retrouve même les fosses dans les cours, qu'on les enterre. Ça, c'est dans les années 2005. Bon, récemment, en 2015-2017, quand j'étais en fonction comme infirmière en petite chirurgie à l'hôpital général, bon, on recevait les cas des accidents, des cas d'agression, des cas de violence domestique, auxquels, bon, généralement, c'est des jeunes de 15, 12, 18, 20 ans. Et parmi eux, on trouve aussi on enregistre les fonctionnaires de la rue du 40. Bon, un cas qui m'a un peu impressionné, il y a une fille qui était déposée aux urgences par la police, le CSP. C'est la patrouille de police. Donc, chaque soir, ils font la patrouille pour ramasser les accidentés, pour venir les déposer à l'hôpital. Et je suis tombée sur cette fille, qu'on l'a amenée, tout le corps était, il y avait des lésions là un peu partout dans le corps. On l'a pris en charge
C'est moi-même qui l'ai enregistré. Donc, à l'enregistrage, je lui ai demandé son nom. Il m'a donné un nom d'emprunt. Il m'a donné un nom de Hawa. Moi, je dis, bon, j'ai fait comme si je n'ai rien compris. Bon, j'ai enregistré et puis j'ai donné l'ordonnance. Et c'est bien après qu'on a stabilisé, on a essayé de calmer la douleur. D'abord, je me suis rapprochée d'elle. J'ai dit, mais dis-moi ton frère, non? Et c'est de là où elle me dit que non, bon, son nom c'est Hawa. Je dis, non, non. Je dis, donne-moi le nom de ton père et ta mère. Elle m'a donné le nom de son père, elle m'a donné le nom de sa mère. Bon, j'ai dit, ben, entre toi et moi, entre le nom de ta mère et ton nom, est-ce qu'il y a un rapprochement? Elle reste comme ça, elle me dit que c'est le nom qu'elle porte ça depuis. J'ai dit, mais non, moi je te pose la question, j'aime que tu me dises la vérité. Parce que là où tu es là, ton état est grave. Si aujourd'hui, si tu meurs, on va t'enregistrer, on va aller te mettre à la morgue. Comment on va te retrouver? Parce que là où tu es là, il ne faut pas penser que tu vas t'en sortir avec cette situation. Donc, je l'ai un peu effrayée comme ça. Et c'est de là où elle m'a donné le nom de Nelum, qu'elle s'appelle Nelum. J'ai dit, mais voilà. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu insistes que ton nom c'est Hawa? Il dit que c'est sa patronne qui dit que si ton t'appelle là, il faut que tu répondes le nom de Hawa, que ton nom du village là, il faut laisser. J'ai dit non, non. Le nom, ça, c'est le nom d'emprunt, puisque peut-être que prononcer votre nom est difficile. Donc, je préfère, bon, eux, ils préfèrent vous donner ce nom, donc garder ce nom à l'autre, au lieu de travail. Mais quand vous sortez du cadre du travail, il faut utiliser vos noms. Donc, j'ai essayé de les sensibiliser. Et elle est restée quelques jours au service. Et au jour 2 de son hospitalisation, il y a 2 autres qui sont arrivés. Bon, moi, je lui ai d'abord demandé qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi tu t'es retrouvée ici. Elle-même a dit que non, elle ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Et que, bon, sa patronne l'a accusée de vol de bijoux en or. Et bon, moi, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vrai, tu as volé? Elle dit que non, elle n'a pas volé. Mais je dis, mais pourquoi on t'a tapé? Elle dit que non. Bon, sa patronne l'a accusé, mais on ne lui a pas donné la chance de s'exprimer. Et directement, elle a ordonné à ses garçons de l'attacher. On l'a attaché et puis on le liait du coup avec une fil électrique. Donc, elle a été enfermée pendant 48 heures sans boire ni manger. Donc, vu son état se dégrade, maintenant, on l'a prise peut-être la nuit. Elle-même, elle ne sait pas comment, mais elle s'est retrouvée dans la rue. Quand elle s'est réveillée, là, c'est à l'hôpital. Bon, la police est venue déposer. Juste, donc, la police a dit qu'on a ramassé cette fille dans la rue, donc on l'a amenée. Et la police est partie. Donc, c'est bon, 2 jours après, d'abord, elle a expliqué, elle dit qu'elle-même, elle ne sait pas. Donc, elle s'est réveillée que quand elle est ici à l'hôpital. Donc, c'est comme ça. Et il y a 2 jours après, il y a 2 autres qui sont venus. Je leur ai posé la question et les 2 portent le même nom d'emprunt. Donc, j'ai essayé de parler causer avec elle. Bon, il y a une qui me dit, celle qui était violentée là, elle est venue de l'autre de Magueri. Donc, c'est toujours vers le sud du Tchad là. Elle a 12 ans, 12 ans, oui. Et il y a une autre, la Munga m'a dit, elle a 18 ans. Je lui ai demandé, mais toi, pourquoi tu as quitté le village pour venir? Elle dit que, ah bon, il était important pour elle de venir à N'Djamena travailler pour pouvoir avoir un peu d'argent pour s'acheter ce dont elle a besoin et puis aider la famille. Et bon, je lui ai demandé, mais est-ce que ça se passe bien là-bas au lieu du travail? Elle me dit que non, bon, c'est difficile, mais ils sont obligés de s'accrocher. Je dis, mais obligé de t'approcher, ça veut dire quoi? Elle dit que non, bon, elle fait souvent l'objet de l'autre d'agression sexuelle, son patron. Bon, à chaque fois, quand sa femme n'est pas là, qu'elle est dans la chambre en train de faire le ménage, son patron vient, la touche, et bon, il a proposé que si tu te cèdes, je vais ajouter ton salaire. Donc, elle n'a pas le choix parce que là où elle est, elle n'a pas le choix et elle se laisse faire. Mais bon, tout ça là, c'était juste trompé pour abuser d'elle. Finalement, quand elle refuse le monsieur le bat, le tabac, et puis finalement,
la fille commence par développer une résistance. Donc, de peur que la fille le dénonce, hein, le monsieur est passé par sa femme pour faire partie la fille et on lui a instruit comme quoi si tu repasses dans le quartier, tu es considéré comme une personne morte. Donc, elle est partie, elle a été mise dehors sans son salaire. Elle a accumulé même les salaires. Celle qui a été battue auparavant, c'est parce qu'elle réclamait son salaire de 4 mois. Donc, au final, il faut l'accuser et c'est ce qui s'est passé. Et celle-là, hein, on l'a trompée comme ça. Bon, finalement, elle est partie avec juste... parce que sa femme a dit que non, tu as cassé tel, tu as cassé le verre, tu as cassé ceci. Donc, finalement, sur son salaire, elle s'est retrouvée avec la moitié de salaire qui est même insuffisant, un moins de 10 000 francs. Elle est obligée, puis pour sa vie, elle me dit qu'elle est obligée de partir. Mais je dis, mais là, tu vas encore continuer à travailler. Elle dit que non, ça, c'est fini là où elle est. Si elle trouve l'argent, elle va juste rentrer chez elle au village. Bon. L'autre, Adumta, elle est de Donomanga. Elle était venue, bon, elle a travaillé. Elle me dit que l'importance pour elle, c'est de venir travailler et puis avoir un peu d'argent, acheter le matériel et apprendre l'arabe qui est considéré dans le village comme une langue importée. Donc, c'est pour cela qu'elle est ici. Je lui ai demandé, est-ce que ça se passe bien? Elle dit, mais bon, c'est pas comme elle pense, mais bon, elles sont obligées de... Puisque si elle reste à la maison, elle ne sait pas, les parents sont pauvres, elle prépare son mariage, donc il faudrait bien qu'elle vienne pour travailler, pour avoir son pain quotidien. Mais ce n'est pas du tout facile. Et ça, c'est les 3 cas que j'ai rencontrés. Bon, ça, c'est des témoignages directs que moi-même j'ai fait. Mais il y a aussi, il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur le comportement qu'on accule les employeurs. Parce que même les employeurs ont leur part de responsabilité dans leur maltraitance. Hein, bon, ça, j'étais une fois au salon, hein, une fille était en train d'expliquer. Donc, elle les voyait passer, quoi. Donc, maintenant, elles sont en train de parler. Les filles, là, comme vous voyez, là, elles ne sont pas aussi si simples que vous pensez. Donc, c'est là où elle est en train d'expliquer qu'un jour, elle était allée vers la rue de 40, en train de tresser une dame. C'est la dame d'un colonel. Donc, bon, généralement, elle vient à la maison vers la rue de 40 pour la tresser. Donc, elle était arrivée et la dame a employé deux petites filles là qui sont en train de faire le ménage et tout. Elle était en train de tresser la dame. Et alors, elles sont restées dans la chambre là maintenant le soir en partant maintenant, comme elle s'apprêtait à partir, l'autre a parlé en partant, a dit que toi, tu as pris combien? L'autre a dit que non, moi, j'ai pris 400 000. Et l'autre, toi, tu as dit, quand tu as pris combien? Moi, j'ai dit, tu as pris 200 000. L'autre a dit, mais l'argent qui était beaucoup là, tu as pris que 200 000, moi, j'ai pris 400 000. Donc, celle-là qui est en train de tresser, c'est aussi une fille sudiste, mais elle s'est encagoulée, donc elle ne pense pas que c'est une fille, donc elle est là, elle était au courant de ce qui s'est passé. Donc, vers 18h, quand en descendant, elle attendait leur fin parce qu'elle a fini presque de tresser la dame, mais elle voulait voir la fin de cette fille-là. Elle va les coincer dehors pour voir qu'est-ce qu'elles ont pris exactement. Est-ce que vrai, elles ont pris l'argent? Et elle est restée causée avec la dame jusqu'à 18h. Dès qu'elle sort, elle aussi, elle a pris le bouilloire là, elle faisait comme elle allait aux toilettes. Généralement, au Tchad, les toilettes externes, là, c'est à la sortie de la concession. Donc, elle sortait comme si elle allait aux toilettes. Elle les a poursuivis dans la rue. Elle a dit que, mais vous, arrêtez-vous. Ah, elles ont peur. Elle dit que non, elle a enlevé là, elle dit que moi, je suis votre soeur. Tout à l'heure, vous êtes en train de parler, vous dites que vous avez pris 200, 300 000 là, donnez-moi un peu. L'autre a dit que, mais non, on n'a rien pris. Il dit que non, vous avez pris l'argent. Vous êtes en train de parler, là, moi, vous parlez moi, je connais. Donc, donnez-moi un peu. Donc, l'autre a sorti 10 000, il lui a donné. L'autre aussi a sorti 10 000, il lui a donné. Donc, elle, maintenant, elle a dit que là où vous êtes là, si vous revenez ici, certainement, on va vous arrêter, soit on vous met en prison, soit on vous maltraite. Donc, les filles là sont parties, elles sont parties ce jour-là, elles ne sont pas revenues. Donc, elle, c'est chaque fin de mois que la dame l'appelle pour venir tresser. Donc, quand elle est arrivée, elle n'a pas aperçu la présence de ces filles-là dans la maison.
Et la femme elle-même, là, elle ne s'est pas rendue compte que, comme bon, nos sœurs, là, elles thésaurisent l'argent. C'est des gens qui gardent des millions d'argent à la maison. Elles ne mettent pas l'argent dans la banque. Donc, il faut aussi se poser la question, pourquoi on dit elles sont maltraitées, mais tout le temps, elles sont en train de retourner là où on dit qu'on se maltraite. Donc, elles voient leurs intérêts là-bas avant de partir. Donc, elles ne sont pas aussi si bêtes qu'on le pense. Et voilà, et bon, elle a dit, mais je ne vois pas les filles. Elle a dit qu'elle-même, elle ne sait pas, le jour où tu étais ici, là, les filles là sont parties, comme elles sont parties, là, elles ne sont plus revenues. Donc, elle-même, elle se pose la question, et c'est des filles qui viennent chercher du travail, donc elle ne connaît pas, et c'est des filles qui font un bon travail, donc elle ne sait pas comment faire, et depuis lors, là, elle n'a pas trouvé les personnes comme elle pour les embaucher. Et c'est comme ça. Donc, mon enquête est allée dans touche les employés et les employeurs. Je me suis aussi, souvent comme je suis aux urgences, hein, mon frère là arrive aussi. Donc, au moment où je les posais la question, ils étaient là. Donc, il y a un qui a répondu que, donc, madame, ces filles-là, vous ne les connaissez pas bien. Donc, c'est la gentillesse qu'ils font pour les embaucher. Il y en a qui ne connaissent pas préparer. Il y en a qui volent. Il y en a qui ne savent pas laver et repasser. Et c'est vrai, puisque repasser l'habit au village, une fille qui sort du village ne peut pas bien laver et bien repasser. Donc, c'est une situation un peu compliquée. Donc, il faudrait aussi qu'on se rapproche beaucoup plus vers comment on appelle, les employeurs pour leur poser la question. C'est de là où peut-être dans nos perspectives, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être créer un cadre un cadre étatique même, pourquoi pas, hein, pour former ces domestiques et même les orienter, les organiser à mieux faire leur travail. Et bon, dans ce domaine, il y en a qui s'en sortent très, très bien. Hein, je m'avais vous donner le témoignage d'un gars que j'ai fait sa connaissance à Taïwan. C'est un gars qui est venu, ça, c'est des premières vagues qui sont venues là, ça dépend aussi de leur comportement. Je pense que tout ce qui leur arrive, c'est peut-être qu'ils sont en partie responsables aussi de ça. Bon, on ne peut pas juger, prendre parti qu'ils sont maltraités, mais il faudrait aussi qu'on écoute les employeurs pour voir. Parce que beaucoup plus, nos enquêtes se focalisent beaucoup plus vers les employés. Mais on n'approche vraiment pas les employeurs pour vraiment cerner le nœud de problème. Et ce qui est sûr, ils sont maltraités. Mais il faut savoir pourquoi cette maltraitance persiste. Et pourquoi ces gens sont maltraités, tués, mais ils continuent par aller là-bas. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Bon, il y a ce gars, je parlais d'un gars que j'ai fait sa connaissance à Taïwan. C'est un gars, il était parmi les premiers vagues qui étaient venus. Là, il a travaillé avec un monsieur. Et le monsieur, bon, vu son comportement, il se comportait bien et tout. Et donc, quand le monsieur est affecté comme ambassadeur à Taïwan, il était obligé de le prendre avec lui. Et donc, bon, arrivé à Taïwan, le SMIC est tellement que même dans les ambassades, ton secrétaire gagne plus qu'un ambassadeur. Donc, le gars est là, il peut faire la cuisine, il peut conduire, il fait tout. Et il est là à Taïwan, quand les relations étaient rompues avec la Taïwan, il est resté jusque là. Vous allez à Facebook, vous tapez Jodebe Nestor, vous allez voir la vie de ce monsieur. Et c'est un fonctionnaire de la rue de 40. Donc, je veux m'arrêter là. Et bon, dans ça, là, les abus sexuels et ceux qui travaillent sur les mines, tout ça, là, ils sont en contact avec les produits un peu dangereux. Donc, ça aussi empiète sur leur santé. Même ces filles-là, ils ont aussi des conséquences sur leur santé. Donc, après, maintenant, si ceux qui veulent bien comprendre, je pourrais leur expliquer. Mais pour le moment, je m'arrête. Je rends le micro. Merci. Merci beaucoup. J'ai pu retenir beaucoup de témoignages qui ressortent sous différentes formes. Donc, différents abus subis par les travailleurs domestiques ça c'est le constat, qui sont essentiellement des femmes ou dans la plupart, les femmes ou les jeunes filles.
Et on peut se poser la question de savoir quelles sont les perspectives d'action à ce niveau. Une fois que ça est fait, que les faits sont là, les faits sont têtus. Même si de la présentation, on peut déplorer qu'à certains cas, sur les abus subis, ils ont une certaine part de responsabilité. Cette question m'interpelle un peu parce que au Cameroun, dans le cadre de l'association Aspotrad, pour l'année 2022, nous envisageons, le processus est déjà en cours, de mener un sondage sur les droits et devoirs des travailleurs domestiques et la question de leur prise en charge sociale. Donc, en ce moment, les interviews sont en train d'être menées. Auprès, nous avons, par rapport à nos moyens, identifié 2000 ménages, les employeurs domestiques, notamment les employés de maison. Maintenant, j'espère que toutes les questions à poser à Madame Nodil, veuillez les mettre dans le chat pour la fin des interventions, si possible. Maintenant, nous allons essayer de revenir chez Monsieur Félix Mbete si le problème technique est résolu. Est-ce que nous avons un retour? Pas encore. Oui, il est prêt, il vous entend, donc je vais le mettre à côté. Voilà. Donc, nous allons revenir sur la présentation portant sur la dimension sociologique du phénomène de l'esclavage moderne. Attendez, elle fait la présentation. Voilà. Donc, nous revenons sur la présentation relative au thème sur la dimension sociologique du phénomène d'esclavage moderne, présenté par M. Félix Mbete, qui est un passionné d'histoire, de lecture et de sport, le karaté notamment, le nambudo. Donc, merci M. Félix Mbete, dont nous avons déjà fait la présentation préalable, de nous entretenir sur le thème. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs de 10 pour ce webinaire. Participer à ce rendez-vous du domaine du savoir. Alors, je complète donc mon cher sociologue Dunia qui tout à l'heure a présenté effectivement les différentes formes de comme l'a dit Dunia, il y avait le fort rare il faut se rappeler que les esclaves, y compris de la Turquie à la Russie, et un des plus célèbres esclaves vendus par le Bagrimi était le général Hannibal, qui est général d'origine tchadienne, et qui aura comme petit-fils le célèbre poète Alexandre Pouchkine. À l'occasion le petit Hannibal, ils sont arrivés au Tchad, ils sont venus à Mandalia, ils sont continués à Logone, pour visiter donc les cas de cet illustre tchadien vendu à l'époque du royaume du Bagrimi. Mais pour dire qu'à l'arrivée des Français, le Bagrimi a prêté main forte à l'armée française pour écraser l'arme des troupes rabistes. Et donc, la France qui voulait interdire l'esclavage, la traite arabe à l'époque, a autorisé au Bagrimi de continuer à entretenir ce que la France appelait l'esclavage domestique. Et donc, ils ont signé un protocole et traité avec le roi Bangaouran II en 1903 pour permettre au Bagrimi de pouvoir continuer à avoir des esclaves domestiques. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas les vendre comme avant, ils ne pouvaient pas faire des rachats, des arrangements à l'amiable. Surtout le sud du Tchad, les localités des deux logos, le Mantou, la Tansidé, étaient de pourvoyeurs de ces esclaves domestiques qui continueront jusqu'aux indépendances pratiquement. Et il ne faut pas oublier qu'il a fallu l'intervention des missions chrétiennes, protestantes et catholiques pour que Ngarta mette du paquet, pour que cet esclavage domestique puisse prendre fin dans les années même 70. Parce que les gens continuaient toujours à alimenter le Bagrimi avec donc des esclaves. Et lorsque vous regardez beaucoup de villes du sud,
Il y a des quartiers, il y a Nassassa, il y a des quartiers qu'on appelle Fota, mais c'est des quartiers poteurs. Donc, c'est des esclaves pendant la colonisation qui transportaient les blancs, mais aussi des chefs traditionnels influents ou puissants. Et donc, c'est pour dire que l'esclavage domestique au Tchad a continué jusqu'aux indépendances, et même dans les premières années des indépendances, le sud du Tchad, par exemple, continuait à fournir des esclaves domestiques au Bagrimi, surtout à Pousso, et le prix s'était fait partager à Massénia. Ça, c'était la première forme. La deuxième forme, c'est qu'au moment des indépendances, les cadres tchadiens qui prenaient la place des Blancs utilisaient des esclaves domestiques qu'on appelait le Ngandje Tisbe, ou le Ngandje Tisbe, ou le Ngandje. Mais en réalité, ces enfants ne bénéficiaient pas d'éducation, beaucoup n'allaient pas à l'école. Et donc, c'était une forme d'esclavage domestique, familial, mais qui n'était pas très visible. Il n'y avait pas de grands noms, c'était un peu caché. Donc, c'est ça que j'appelle la deuxième forme d'esclavage domestique, qui continue encore plus ou moins. Ces enfants travaillaient 24 sur 24, qui n'avaient pas de congé, qui n'avaient pas de salaire, et souvent ils dormaient à la cuisine. Ils étaient un peu les esclaves de ces nouvelles familles de Nassara, entre guillemets, après les indépendances. Maintenant, la troisième forme d'esclavage domestique qui fait l'objet aujourd'hui de celui dont le sociologue Doula a fait part, c'est l'esclavage domestique créé, ce qu'on appelle le conseiller de la rue 40. Et ça, c'est avec l'avènement un peu de pouvoir sénatrer dans les années 90 pratiquement. Et là, on a vu ce mouvement important de jeunes qui venaient du sud, surtout le triangle de trois régions, le Mandoul, la Tangimé et une partie du Lougu-Natal, les jeunes qu'on appelait les Mabeurs, venaient massivement à N'Djamena pour se faire employer avec des salaires de misère. Et donc, c'est en ce moment qu'on commençait à se rendre compte de cette forme d'esclavage moderne avec une ampleur qui commençait déjà à poser des questions en termes de droits humains et de droits de l'homme. Mais au même moment où cet esclavage domestique se faisait dans le cadre de N'Djamena avec le projet de la rue 40, il y a un autre esclavage domestique qui concernait les enfants beaucoup plus mineurs, ce qu'on appelait les enfants bousillés. Et là, leur cas était assez grave. Pourtant, les fonctionnaires de rue 40 étaient volontaires. Les enfants bouviers, c'est les parents qui les vendaient à des éleveurs de nouveaux temps qui pouvaient, leurs enfants ne pouvaient plus garder les poules. Et souvent, des enfants très jeunes, 10, 12 ans maximum, 13, 14, 15 ans. Et ces enfants disparaissaient parce qu'après avoir signé un accord avec le chef du village, le chef de canton, le parent, le chef de brigade comme témoin, l'éleveur disparaissait avec l'enfant en RCA pour continuer au nord. Et parfois, la plupart des parents aujourd'hui n'ont plus le trace de ces enfants. Certains sont morts, certains sont vendus, et là, on a très peu d'informations là-dessus. Et les plus de votes étaient dérisoires. Le maximum d'ambulance, c'est 50 000, mais les parents retrouvaient parfois 20 000, 15 000. Le chef de village donnait 10%, le chef de canton donnait 10%, et le chef de brigade aussi prenait sa part. Et ça, je crois que c'est pour moi l'esclavage domestique le plus, je dirais, moralement le moins défendable. Parce que ces enfants, eux, n'avaient aucune décision. Et surtout, on ne les payait pas de salaire. On faisait des veaux. Spécialement, l'enfant, le parent avait droit à 2 veaux. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'éleveur dit que l'enfant a laissé les bœufs dans les champs, il a payé. Donc, parfois, pendant 2 ans, le parent se trouve avec un veau. Et donc, à la limite, c'était l'esclavage vraiment à visage humain, celui-là, des enfants bourgeois. Mais il y a une autre forme, je crois, la quatrième, qui est une autre forme d'esclavage liée à la prostitution. Beaucoup de filles mineures aujourd'hui, qui sont arrivées dans les maisons, souvent sont déviées dans la prostitution des mineurs. Et là, N'Djamena, ce phénomène devient de plus en plus visible, même inquiétant. Et tout souvent, la plupart des mineurs aujourd'hui sont des objets sexuels, des milieux, et puis N'Djamena, or, à l'origine, étaient venus, qui travaillaient dans des maisons domestiques. Et donc, ces filles-là sont réorientées dans le secteur de la prostitution avec toutes les conséquences de leur vie. Il y a une autre forme, qui est le phénomène des enfants de la rue, dit enfants talibés ou malheureux. Et ceux-là sont exploités par les marabouts.
c'est beaucoup plus dans la ville de N'Djamena. On le voit aussi dans certains centres urbains aussi. Mais la ville de Bole, dans le lac Tchad, est la ville où le phénomène est le plus croustillant. Si vous faites un tour à Bole, vous verrez qu'on vous dira qu'il y a plus d'enfants de la rue que des habitants ou la population de Bole. Parce que vous les trouvez partout. Et là, on se demande certains sont l'objet même de comment dirais-je, de tentatives de récupération par le phénomène qui grandissent. Les gens pensent qu'aujourd'hui, la plupart des enfants de la rue, surtout ceux de l'acte de Bole, sont orientés par le phénomène Boko Haram et donc deviennent même à la rigueur des terroristes. Mais sauf que là, on a très peu d'informations et de données dessus. Enfin, il y a aussi ceux qui sont amenés par le nord. Je pense à la santé, ils sont l'objet vraiment de la traite sauvage, barbare. Parce que lorsqu'on voit des vidéos qui nous parviennent, eh bien, ces enfants-là, certains ont les coups les arrêts pour qu'ils ne tuent pas et gardent le chameau, le mouton. Au niveau de mines d'or, dès qu'ils commencent une classe, eh bien, on le torture jusqu'à la mort. On le voit parfois dans des jeux d'échappement, on le tire par le véhicule. Et là, souvent, c'est que le plus flagrant sont victimes de sévices les plus flagrants, de capacités vraiment inimaginables. Mais enfin, je crois la septième forme de esclavage domestique concerne le monde paysan tchadien. Qu'il soit du nord ou du sud, la condition paysanne au Tchad aujourd'hui, c'est de l'esclavage. Imaginez-vous aujourd'hui un paysan tchadien n'arrive plus à vivre. Et c'est pas même qui alimente tout ce phénomène-là. Qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des marchés au sud, le paysan vend 100 000 le sac, souvent à 5 000 à 10 000. Mais en saison, le souvenir, on dit le mois de sort à 10 000 dans le sac. Et donc, souvent, le paysan au Tchad, c'est le système, je dirais, déshumanisé de l'esclavage moderne. Les paysans, ils sont désemparés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le paysan est prêt à prendre son enfant comme du bétail, comme à l'époque de l'esclavage, la traite où on dit, en période de famine, on vend les enfants. Et donc, je crois que la pauvreté, la misère est une des conséquences qui fait qu'aujourd'hui, le monde paysan est soumis à un esclavage moderne sans aucun visage. Et pour moi, c'est l'humanité blessée, c'est l'humanité détruite. Personne ne s'en soucie, même pas les cadres. Pendant l'exploitation du pétrole, on a dépendu le haut de salaire des fonctionnaires, mais personne n'a pensé aux paysans. Leurs conditions de vie sont tellement dégradées qu'aujourd'hui, aucun cadre n'a envie d'aller au village. La situation est vraiment lamentable. Donc voilà un peu la dernière forme d'esclavage moderne que j'ai pu observer au niveau du milieu tchadien paysan. Alors, regardons rapidement quelques conséquences de cet esclavage domestique. La première conséquence, vous voyez, est socio-démographique. C'est ça pour une baisse qui jamais là, il y a une surpopulation urbaine avec les jeunes à perte de vie. Dans certains quartiers, le week-end, il n'y a plus de passage. Un exemple, en 1940, la ville de N'Djamena avait 4 000 habitants. Aujourd'hui, elle est à près de 2 millions d'habitants. Vous savez, à peine un siècle, N'Djamena a plus de population que la ville de Rome. C'est un problème public, c'est un problème démographique. C'est que les villes se reproduisent, on dit le lit, il faut se faire. Et donc, il faut des enfants comme au village. Il y a des paysans qui sont la 4e génération. Et ça, c'est un phénomène maintenant de ville cruelle où N'Djamena est devenu le lieu de culture, de puissance de quartier. Et si la situation n'est pas maîtrisée, les lendemains ne seront pas bons. Je crois que cette ville sera difficile à gérer dans le cours de l'autorité, si jamais elle le fait. La seconde conséquence, c'est le déracinement socio-culturel et je dirais spirituel, même anthropologique. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle les niches sociologiques tribales, le planique dans la ville, qui fonctionnent très président. Les gens se retrouvent le quartier de Mbambaye, le quartier de Kaba, de Mata, ce ne sont plus la ville, mais c'est la ville rurale. Avec toutes les conséquences, comme je l'ai dit, même sur le plan spirituel aujourd'hui,
dans les églises protestantes catholiques, le dimanche, vous venez pas à l'heure à l'église, vous restez debout, il n'y a plus de place dans les églises. Et les mosquées, les vendredis, c'est pareil. C'est plein. Les gens occupent les rues. En cas de décès, il n'y a plus de partage. C'est pour montrer que les conséquences sont terribles. Parce qu'il n'y a plus d'urbanisation, ou sinon on parle d'une urbanisation sauvage. Et même les églises, les mosquées sont dépassées. La troisième et dernière conséquence que je voulais partager, c'est que sans avoir une étude sur la délinquance des délit politiques et intellectuels à N'Djamena, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les jeunes issus de la zone rurale, issus du milieu de la délinquance, sont aux affaires. Quand vous regardez aujourd'hui, la plupart même des responsables politiques tchadiens se comportent comme des délinquants. La délinquance des élites politiques. Et ça, c'est une des conséquences politiques et de ce phénomène social que je dirais de perversion qui peut arriver. Et donc aujourd'hui, le Tchad, en politique, je dirais, nous sommes passés de l'âge de la malhonnêteté à l'âge de l'irresponsabilité politique où on ne sanctionne plus, c'est la délinquance, là, la justice fait plus son travail. Et donc, les mensonges politiques des aînés ici de groupe réel deviennent l'irresponsabilité aujourd'hui, donc plus rien de fait. Et voilà. On va un peu comme un pays qui va à son enterrement. Et donc, le phénomène est assez, je dirais, critique. Je dirais même que les indicateurs ne sont plus rouges, c'est noir. Voilà. Et donc, en conclusion, je voulais simplement dire que ce phénomène dont nous parlons est lié aussi, une des choses, c'est l'échec de politique publique. Le plan de 2017-2021 vient d'être clôturé. Une évaluation a été faite, mais pas encore en public. Le Premier ministre de la Transition vient de lancer le nouveau programme plan de 2022-2026. Et je crois qu'il va falloir que ce plaidoyer pour que la question de l'exode de l'Iran, la question de l'esclavage domestique puisse être inscrite dans le nouveau PND de 2022-2026 pour qu'enfin ce problème puisse être aussi de priorité. Il est clair que les deux générales, les cours sont politiques, il va falloir que les solutions soient aussi politiques. Et que bien que le BIS se mette à l'avant, mais quand ce fait civil, il va falloir le soutien des autorités publiques politiques pour que le pôle être civique en ce moment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Félix Bété, pour cette présentation et surtout pour l'effort remarquable que vous avez fait pour pouvoir partager ce travail. Je pense qu'il n'y a rien à redire. Nous passerons aux questions-réponses. Si les questions-réponses que vous avez partagées dans le forum. On peut quand même noter que pour beaucoup de gouvernements, l'élimination du travail forcé, qui est égal à l'esclavage moderne, d'après la définition présentée par nos experts, reste l'un des grands défis du XXIe siècle, car ce phénomène est non seulement une violation grave d'un droit humain, mais il est aussi l'une des principales causes de la pauvreté, ce qui compromet le développement économique véritable. Ce qui compromet véritablement le développement économique. Si vous êtes d'accord, nous allons passer directement à la phase des questions-réponses. Je voudrais... Nous entrons d'abord dans le forum pour voir les questions disponibles et par la suite, s'il y a des questions qui ne sont pas notées, nous pourrons les prendre dans l'intervalle de temps défini. Si possible, je le demande vraiment dans la mesure du possible, si les réponses peuvent être brèves et concises, en sachant qu'à la fin du webinaire, il y aura une large phase d'échange, ce serait bien.